dossiers engagés depuis le début du quinquennat? Plus d'une dizaine? Beaucoup plus. 16. Plus encore, mais on demandera le chiffre précis à notre invité Bruno Le Maire dans un instant. Exactement. Mieux la prochaine fois. Laurence, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? C'est un petit mea culpa, en tout cas un petit coup de fouet aux médias. Je trouve qu'on a donné énormément de place, notamment le week-end dernier, au congrès du Front National, à ce changement de nom, et très peu de place à ce qui s'est passé au PS, où on a eu droit à une élection assez exemplaire, même si au final a triomphé quelqu'un de grande qualité, Olivier Faure, mais qui est sans doute exactement le vœu des apparatchiks du PS. Et je trouve que dans tout cet exercice de dépeçage de cadavres, qui est plus mort que l'autre, le PS a prouvé qu'il était quand même assez vivant. En revanche, on aurait pu s'interroger sur l'idée qu'il n'y ait pas de second tour, sur la démocratie interne au PS. Est-ce qu'il est normal que Stéphane Le Foll, qui est arrivé deuxième, ait donné comme ça l'élection à Olivier Faure, alors qu'il y aurait dû y avoir un second tour? Je trouve que plutôt que de parler à fond du Front National et d'escamoter complètement cette élection au PS, on aurait pu avoir un traitement un peu plus balancé et aussi un peu plus critique. Merci Laurence, et vous avez rendu justice donc aux socialistes aujourd'hui. Et pour lui, quel est le fait marquant de la semaine? On va le demander tout de suite à notre invité. Il est en charge de quelques-unes des réformes les plus importantes du quinquennat. Le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, va s'installer dans un instant dans le studio 221 de la Maison de la Radio avant de filer pour un séminaire gouvernemental autour du Premier ministre et de décoller en fin de journée pour l'Argentine et pour le G20. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour Ali Badou. Et bienvenue. Beaucoup de questions à vous poser, vous vous en doutez. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine? Un chiffre et une image. Le chiffre, c'est les créations d'emplois dans le secteur privé l'année dernière, 277 000, plus de 277 000, dont plus de 6 000 dans le secteur industriel. C'est la preuve que notre industrie est capable de créer des emplois, qu'elle a son avenir devant elle, et surtout que notre économie est capable de créer de l'emploi privé. Et puis une image qui m'a bouleversé, qui est l'image colorisée de cette jeune fille qui a été déportée à Auschwitz à l'âge de 14 ou 15 ans. Je pense qu'il n'y a rien de plus fort pour montrer que ce qui s'est passé il y a quelques décennies, pendant la Seconde Guerre mondiale, est en réalité quelque chose de très présent et qui doit continuer à nous concerner tous aujourd'hui. Et on parlera évidemment de la construction européenne qui a été l'une des réponses aux grandes déchirures de l'Europe de ces dernières décennies avec vous Bruno Le Maire. Mais tout de suite, le zapping politique, il est signé Élodie Forêt. Monsieur le Président, est-ce que vous pourriez me donner votre définition du mot privé, puisqu'hier, il y avait beaucoup de caméras, beaucoup de photographes pendant votre visite privée du Taj Mahal. Je tiens à vous remercier de l'intérêt de votre question après une visite de 3 jours dans un pays comme l'Inde. Je tiens vraiment à vous remercier pour la grande qualité dont vous venez de faire preuve. S'il y a des questions de fond, je les prends toutes. Dieu, cette histoire... C'est sur ce recadrage en règle d'Emmanuel Macron contre une journaliste de Quotidien que cette semaine a commencé. Un tacle sévère et une injonction lui poser, s'il vous plaît, des questions de fond. Ok, alors en voici une. C'est quoi le courage politique? Oui, la situation à Mayotte est grave. La parole est à Gérard Collomb. Et je veux remercier Madame Girardin d'y être allée immédiatement et d'être allé voir les manifestants. Elle a fait preuve d'un grand courage et d'une grande détermination. Ultramarine comme vous. Je sais ce que c'est qu'un territoire. Je sais ce que c'est que Mayotte parce que je suis venue une semaine. Jamais vous avez vu un ministre venir une semaine. Le grand courage pour le ministre de l'Intérieur, c'est donc qu'une ministre des Outre-mer se rende à Mayotte après plusieurs semaines de contestation sociale. Mais le courage, répond l'opposition, n'est-il pas du côté des Mahorais qui souffrent au quotidien? N'est-il pas du côté de ceux qui luttent, des cheminots et de ces retraités descendus dans la rue jeudi contre la hausse de la CSG? On n'a pas été augmenté depuis 4 ans. Depuis 4 ans, mais maintenant on nous ampute encore. Non, c'est scandaleux, scandaleux. J'ai travaillé pendant 45 ans, j'ai cotisé pendant toutes ces années, et aujourd'hui on me récupère de l'argent là-dessus. Tiens, c'est le fond de la bouteille, ça y est, nous voilà vieux, ma vieille.
Vous avez passé beaucoup de temps à argumenter. Il y a l'impression qu'il y a besoin de répondre à une colère des retraités, du monde rural. Pas du tout. Ça que vous passez... Vous avez passé la journée avec moi. Enfin, je n'ai pas senti de colère. Hein. La semaine passe et l'on se demande toujours ce qui définit ce fameux courage politique. En pleine crise diplomatique entre Londres et Moscou, se cacherait-il dans cette décision du chef de l'État de boycotter le pavillon russe du Salon du Livre à Paris ? Pas vraiment, non, répond la professeure de littérature russe, Anne Koldefi-Fokar. Là, il y a un mélange que je comprends pas très bien. Qu'on ait des motifs politiques, je peux très bien comprendre, mais là, il s'agit de littérature, il s'agit de culture. Et je trouve que par simple politesse, vis-à-vis des auteurs qui étaient là, ça aurait été bien que le président passe. Si seulement nous avions le courage des oiseaux. Et au PS alors, courageux ou non, Stéphane Le Foll, qui après le premier tour a préféré se retirer de l'élection du premier secrétaire, laissant la victoire à Olivier Faure, arrivé largement en tête. Le résultat est sans appel. Olivier Faure a obtenu le meilleur score. Je considère qu'il a maintenant la responsabilité d'être le prochain premier secrétaire de ce parti socialiste, puis en même temps de remettre ce parti au travail. Olivier Faure, nouvelle figure de proue du Parti socialiste, les pas dans ceux de Jean Jaurès qui définissait ainsi le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire. Au PS comme ailleurs, il y a du pain sur la planche. Merci Élodie Forêt. Une réaction, Bruno Le Maire. Que retenez-vous de cette semaine politique ? Je trouve qu'on mélange beaucoup de colère, d'inquiétude qui n'ont pas grand-chose à voir dans ces présentations un peu rapides. Mayotte, c'est un problème très ancien, on le sait bien, qui est lié à l'immigration venue des Comores, qui touche massivement Mayotte. Donc il faut y apporter une réponse. Il y a une inquiétude réelle de sécurité, il faut y apporter une réponse. C'est ce que fait le ministre de l'Intérieur. Annick Girardin, effectivement, a été courageuse d'aller sur place. Je pense qu'elle a apporté des premières réponses. Vous avez des retraités, l'augmentation de la CSG. Bien sûr qu'il y a une inquiétude et je pense qu'on va en parler. Et puis de l'autre côté, vous avez la grève à la SNCF. Je vous cache pas que j'ai un peu de mal à comprendre qu'au moment où nous sommes en train de discuter de l'avenir de la SNCF, la grève soit un préalable. Je trouve qu'il faut donner sa chance à la discussion entre le gouvernement et les syndicats. Il y a eu quand même des ordonnances qui n'étaient pas du tout prévues au programme. Et c'est peut-être ça aussi qui a déclenché la colère. Aujourd'hui, il y a des discussions sur l'avenir de la SNCF, sur les modalités de cette réforme, sur le statut, avec l'idée très simple que de toute façon, la suppression du statut ne s'appliquera qu'aux nouveaux cheminots, pas aux anciens. Donc ça ne fera absolument aucun perdant. Donc pourquoi lancer immédiatement une grève qui, pour le coup, va pénaliser lourdement les usagers? Et moi, je pense à tous ces usagers du train qui se disent « mais comment est-ce qu'on va faire dans les semaines qui viennent ?» alors même que les discussions ne sont pas encore achevées. Moi, je trouve que ça, ce sont des réactions datées. Cette idée de faire grève pour menacer. Il y a une culture de la grève à la SNCF ? Ce que je constate, c'est qu'il y a une pratique de la grève, plus qu'une culture de la grève. Et je le regrette parce que ces discussions, elles doivent aller jusqu'au bout. Si au bout du compte, on est dans un blocage et que certains ne sont pas d'accord, la grève, c'est un droit constitutionnel, on réagit, on fait grève, c'est absolument légitime. Mais que ce soit un point de départ, moi je vous cache pas mon étonnement, ma surprise, et surtout ma déception en pensant à tous ces usagers qui vont être pénalisés alors même que les discussions se poursuivent. Monsieur Le Maire, attendez, vous qui aimez beaucoup l'Allemagne, où il y a une très forte tradition de négociation avec les syndicats notamment, quand on voit Laurent Berger être dépité par vos méthodes, pas les vôtres personnellement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un petit problème et que dire que justement les ordonnances c'est le mieux pour faire de la concertation, c'est pas un peu se moquer du monde ? Je crois que Laurent Berger n'a aucune raison d'être dépité. Prenez un sujet aussi important que la place des entreprises dans la société. Ça fait des années que Laurent Berger, à juste titre, demande qu'on redéfinisse la place de l'entreprise dans les sociétés. J'ai annoncé il y a quelques jours qu'à la suite du rapport Sénart-Nota, nous allons modifier l'article 1833 du Code civil qui porte définition de l'entreprise. Nous allons prendre en considération les enjeux environnementaux essentiels. Nous allons permettre aux entreprises, nous allons permettre aux entreprises qui le souhaitent
d'avoir un statut particulier pour définir ces enjeux environnementaux et sociaux. Je crois que c'est une réponse à des attentes fortes de la CFDT et de Laurent Berger. C'est possible. Là, globalement, c'est un syndicat réformiste qui était plutôt prêt à travailler avec vous. Et manifestement, au bout de quelques mois, c'est pas du tout le cas. Alors, court-circuiter les syndicats, les corps intermédiaires. Nous souhaitons travailler avec la CFDT, travailler avec les syndicats, discuter. Mais nous n'oublions pas une chose, c'est que s'il y a des impatiences des Français, c'est que ça fait des décennies que nous n'avons pas obtenu les résultats que voulaient les Français. C'est que nous vivons avec un chômage de masse depuis 30 ans. C'est que nous appauvrissons petit à petit les Français à force de dépenses publiques et d'aggravation de la dette. Et qu'il y a urgence à répondre à tout cela. On discute, nous échangeons les points de vue de chacun, mais au bout d'un certain temps, je crois que le président de la République et cette majorité à laquelle j'appartiens, nous avons été élus pour décider. Donc les ordonnances sont là pour décider, trancher, il n'y a plus de discussion. Quand les syndicats sont d'accord avec vous, vous dites que c'est la concertation et la loi. Quand les syndicats ne sont pas d'accord, je ne suis pas d'accord avec ordonnances. Ma conception de la démocratie, c'est que nous discutons, nous échangeons, nous regardons tous les points de vue, et c'est ce que je fais depuis 9 mois sur la loi que je prépare, sur la croissance, la transformation des entreprises. Mais la responsabilité politique absolue, c'est de décider. Vous parliez tout à l'heure d'Europe. Si vous voulez mon avis profond, je pense que si les populismes et les extrémistes montent tant en Europe aujourd'hui, c'est faute de décision. Les peuples veulent des politiques qui décident. Françoise, puis votre portrait Bruno Le Maire par Laurence Perron. Vous dites qu'il faut réformer, on a été mandaté pour ça, mais est-ce qu'il n'y a pas une accumulation de réformes aujourd'hui qui rend la situation beaucoup plus risquée qu'il y a quelques mois? Je crois que les temps sont risqués tout court, Françoise Fressoz. Je crois que si on prend un tout petit peu de recul sur la situation nationale, la situation européenne, on n'est plus dans les vieux affrontements entre la droite et la gauche. Nous avons d'un côté la montée des nationalismes, des extrémismes, du protectionnisme, de l'autre ceux qui croient qu'il faut réussir dans la mondialisation, croire dans la construction européenne et affirmer le rôle de la France en Europe. Cet affrontement, il est quotidien, c'est tous les jours. Vous voyez bien qu'à l'échelle planétaire, nous avons un durcissement des positions qui est sans précédent depuis des années. Le président chinois qui installe son pouvoir quasiment à vie. Le président Trump qui, vous de ne l'autre répondez côté... pas à François Zès, il y a trop de réformes. C'est ce que vous ressentez comme ministre, mais moi ce dont je vous parle, c'est des Français qui sont face à des réformes. Ce que je veux expliquer aux Français en disant cela, c'est que si nous n'allons pas au bout des décisions de la transformation économique dont j'ai la responsabilité, la transformation de la zone euro dont j'ai aussi la responsabilité qui m'a été confiée par le Premier ministre et par le Président de la République, mais au bout du compte, vous aurez les extrêmes qui diront « mais vous voyez, ils ont été incapables d'améliorer votre situation, incapables de vous protéger, incapables de créer des emplois. Et c'est maintenant que ça se joue. Après, il sera trop tard. Si nous attendons encore 1 an, 1 an et demi, 2 ans pour prendre les décisions nécessaires, nous allons nous retrouver à la vitesse de la lumière à la fin du quinquennat. Les Français diront « tout ça pour ça ?» C'est justement ce que nous voulons éviter. Il y a aussi la pédagogie des réformes. Tiens, puisque c'est la question qu'on posait en ouverture d'émission, savez-vous combien de réformes ont été engagées depuis le début du quinquennat Bruno Le Maire? Je dirais plusieurs dizaines, mais je n'ai absolument aucun regret là-dessus. J'ai plutôt de la fierté qu'il y ait autant de réformes qui étaient engagées. Vous le saurez peut-être au séminaire gouvernemental tout à l'heure. Employé un mot qui est juste. Il faut sans relâche expliquer ce que nous voulons faire. Moi, ma responsabilité, c'est de transformer... il y a un déficit d'explication, oui, là, très clairement. C'est bien pour ceci que je viens chez vous ce matin. Et vous savez, c'est très simple. Je souhaite qu'on crée de l'emploi et du travail en France, et je souhaite que l'Europe protège nos concitoyens. Vous voyez, ces deux objectifs très simples, et toutes les décisions que je prends s'inscrivent dans ces deux objectifs-là. Le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, est notre invité ce dimanche. France Inter, Ali Badou. Question politique. Et avant de revenir à l'actualité, votre portrait signé Laurence Perron. Bruno Le Maire, vous êtes à n'en pas douter de ces premiers de cordée devant lesquels s'esbaudissent ce que la méritocratie républicaine a forgé parfois, que souvent les mécanismes de reproduction sociale continuent de choyer. Une ascendance maternelle dont le fief est Neuilly-sur-Seine. C'est votre mère qui vous fait étudier chez les jésuites. Élève brillant, vous faites Hippocagne, Cagne, à Louis-le-Grand, Normal Sup, une agrégation de lettres modernes, un mémoire sur la statuaire dans la recherche du temps perdu de Proust.
Mais que diable vous prend-il de vouloir faire de la politique avec l'appétit littéraire et la plume dont vous êtes doté? Musique absolue, notamment, est une fulgurance et je le recommande ardemment. Alors, est-ce que c'est l'envie de devenir une sorte de nouveau Romain Gary, diplomate et écrivain? C'est une vraie question. Alors, vous passez l'ENA, ennui mortel, ça vous l'avez confié à tous vos biographes éphémères à longueur d'interview, genre trop facile, voire trop vulgaire, cette fabrique de technocrates qui se rêvent président de la République. Ça, c'est peut-être un peu paresseux de ma part, mais sans doute cette scolarité formatée n'est en rien adaptée à votre talent littéraire, celui auquel vous n'avez jamais renoncé. Vous trouvez même le moyen d'écrire sous pseudo un ou plusieurs, je ne sais pas, romans harlequins, qu'un jour, c'est sûr, un ou une thésarde en littérature comparée débusquera. Vous sortez de l'ENA en 1998, promotion Valmy, ça vous va d'ailleurs assez mal au teint, hein, cette bataille et victoire de la Révolution qui fait encore aujourd'hui les grandes pages de la liturgie marxiste. Mais qu'importe, en sortant de l'ENA, vous courez chez Dominique de Villepin, alors secrétaire général de l'Élysée, pour aller lui proposer vos idées de réforme, déjà, de la société française. Vous allez le suivre dans son ascension jusqu'à Matignon, et c'est vous qui, paraît-il, l'avez convaincu en 2003 qu'il ne fallait pas faire la guerre à l'Irak, que le pays n'avait pas d'armes de destruction massive. Vous vous émancipez en 2007, la victoire de Nicolas Sarkozy, votre première députation dans l'Eure, vous devenez ministre. L'agriculture, c'est pas mal. Vous auriez déjà préféré l'économie. Eh bien, c'est fait, grâce à cet homme dont vous disiez en juin 2016, Emmanuel, je le connais bien, il a du talent, mais ça ne suffit pas. S'il se lance, ce sera un méga crash. Comme quoi, vous êtes vraiment visionnaire. Commentaire, Bruno Le Maire? Le méga crash, il a été pour moi, vous voyez. Reconnaissons-le bien humblement. À la primaire des Républicains. Voilà. Et ensuite, si nous avions plus de temps, on va parler de sujets d'actualité. Vous avez employé un mot qui est important, qui est celui de reproduction sociale. Je ne vais pas vous dire que je suis bourdieusien, mais simplement, je crois que l'un des défis, peut-être plus que vous ne le pensez, parce que je pense qu'un des défis majeurs de la société française, c'est de faire de la place à tous les talents, sans considération de la reproduction sociale. Et si je me suis engagé en politique, alors que j'aurais pu effectivement choisir d'autres voies peut-être plus simples et moins violentes, c'est justement pour me mettre au service des autres et faire en sorte que tout le monde puisse réussir en France, quelle que soit son origine sociale. Et Dieu sait qu'il reste du travail pour y arriver. Alors il y a donc la semaine prochaine cette tension avec la grève prévue à la SNCF, à la RATP et à Air France également. L'État est actionnaire et vous nous direz quelle est la position de l'État justement dans ce conflit. Mais question de Nathalie Saint-Cric. Question simple, est-ce que vous redoutez vraiment un blocage du pays à la suite de tous ces mouvements de grève? Ou est-ce que vous êtes relativement confiant? Moi je suis relativement confiant. Parce que je suis toujours confiant dans les Français et que je crois qu'ils sont parfaitement lucides sur l'état de la SNCF. Ils voient bien qu'une entreprise qui perd 3 milliards d'euros par an, ça ne peut pas continuer comme ça. Enfin, c'est pas le statut des cheminots qui va permettre de dégager de l'argent pour désendetter. Je suis pas tout à fait d'accord. Ça va permettre de réussir l'ouverture à la concurrence, ça va permettre de faire des économies chaque année, ça va permettre d'avoir de la polyvalence dans les métiers, ce qui est une clé absolue du redressement de la SNCF. Puis je pense que tout le monde voit bien que nous sommes attachés au service public, nous sommes attachés à la SNCF, que nous aimons les trains, que nous aimons la SNCF, que nous aimons le travail qui est fait par les cheminots. Et simplement, comme on veut que ça continue, et parce que nous sommes attachés à ces services publics, nous voulons les transformer. Alors c'est vrai qu'on a reculé depuis des années devant ces décisions difficiles, mais aujourd'hui, il faut les prendre. Et ce qui me laisse confiance, c'est que je crois que les Français sont tout aussi lucides que nous sur la nécessité de cette transformation. Il n'y a pas d'amour sans preuve d'amour, Bruno Le Maire, et vous savez que l'opinion peut se retourner, ça s'est produit par le passé, mais vous pensez avoir gagné la bataille de l'opinion sur la réforme de la SNCF? Non, je serais très présomptueux de dire cela, mais je pense que si nous sommes capables, jour après jour, d'expliquer les enjeux, de continuer la discussion avec les syndicats, au bout du compte, qu'est-ce qu'on peut avoir? Une SNCF qui marche mieux, qui devient compétitive et qui reste ce grand service public qui fait la fierté de tous les Français. Françoise Fressoz. Alain Juppé, en 95, avait essayé de tenir très longtemps et on voit comment ça s'est terminé. Est-ce que vous êtes sur l'optique, quelle que soit la grève et quelle que soit la durée de la grève, on tiendra? Oui, nous tiendrons. Oui, nous tiendrons. Et je rappelle qu'il y a des vraies différences par rapport aux choix qu'avait fait à l'époque Alain Juppé, qui étaient des choix courageux, je tiens à le dire. Nous avons décidé de laisser de côté la question des retraites, pour ne pas alourdir la charge et qu'on se concentre bien sur la transformation de ce service public. Nous avons accepté, et j'ai accepté comme ministre des Finances, de prendre en considération la dette de la SNCF. C'est plus de 40 milliards d'euros aujourd'hui. Et nous savons qu'au bout du compte, à la fin de ce processus de transformation, nous sommes prêts à examiner cette question de la dette de la SNCF. C'est-à-dire que l'État le reprendrait.
C'est-à-dire que l'État est prêt à étudier cette question de la dette. Je ne peux pas vous dire qu'on va la reprendre tout de suite, tout ça est plus compliqué. C'est bien selon les questions, c'est technique, mais dans l'ensemble, c'est ce qui va se passer. Mais Ali Badou, ça veut dire que pour la première fois, l'État accepte de prendre en considération cette question de la dette de la SNCF et de dire, bon, il faut regarder toutes les actions. Au lieu de la mettre sous le tapis. Au lieu de mettre ça sous le tapis en disant ça n'existe pas. Donc l'État va reprendre cette dette. Les conditions sont réunies pour que cette transformation soit réussie et qu'on ait d'ici quelques mois une SNCF qui se porte mieux. Donc l'État va reprendre la dette. Mais si je vous disais dès aujourd'hui que l'État reprendrait la dette, je serais vous pose une question toute simple. Un piètre négociateur. Je vous dis que ça fait partie des sujets qui sont sur la table. C'est déjà beaucoup. Laurence Perron. Cette journée du 22 mars de jeudi, ça n'est pas que la SNCF. On parle d'une sorte de coagulation des luttes, voire d'une convergence des luttes, comme on dit en langage très marxiste aussi. Mais il y a aussi les EHPAD, il y a les personnels, il y a les fonctionnaires qui ne sont pas contents avec le gel de leur point d'indice, etc. Les retraités qui sont dans la rue. Est-ce que vous ne craignez pas, vous qui avez connu 2006, le CPE, vous étiez à l'époque derrière Dominique de Villepin, qu'à un moment donné, cet agrégat comme ça de mécontentement ne finissent pas par faire reculer le gouvernement. Alors pas nécessairement sur la SNCF, mais qu'au bout du compte, comme le disait aussi Françoise, à un moment donné, les Français vous disent on n'en peut plus. Je ne suis pas marxiste et je ne crois pas une seconde à la convergence des luttes. Vous voyez. Et d'ailleurs le CPE était quelque chose de très différent, mais c'est aussi un mérite d'avoir de l'expérience politique et de savoir qu'il faut jamais prendre les gens par surprise, ce qu'on avait fait sur le CPE, et ne jamais dépasser une limite au-delà de laquelle, effectivement, les Français ne comprennent plus ce que vous voulez faire. Et je crois que nous sommes parfaitement dans le cadre de ce qu'a défini le président de la République et de ce qu'il avait expliqué pendant sa campagne. Prenez la question des retraités. Moi, je comprends leurs inquiétudes. Je comprends que certains retraités se disent « mais pourquoi est-ce qu'on nous demande cet effort ?» La simple raison pour laquelle nous leur demandons cet effort, c'est la survie de notre système de retraite par répartition. Car je rappelle que c'est ceux qui travaillent aujourd'hui qui payent les retraites de ceux qui sont à la retraite maintenant. Mais eux considèrent qu'ils ont déjà payé, du coup, et pourquoi repayer à nouveau? Mais moi, je considère que nous aidons les retraités les plus fragiles. Nous allons augmenter le minimum vieillesse de 30 € par mois à compter du 1er avril, de 100 € par mois au bout du compte. Je refuse d'entendre que nous laissons les retraités les plus fragiles de côté. Ça n'est pas vrai. Et je considère que cette idée forte qui consiste à dire aux retraités, oui, nous vous demandons un effort. Ne le nions pas. Mais c'est pour les gens qui travaillent. C'est pour que tous ceux qui travaillent soient mieux rémunérés. Qui a décidé de ce seuil, Bruno Le Maire, seuil que personne n'arrive à comprendre, le seuil de 1 200 € à partir duquel on paiera plus de CSG. Il y a toujours un seuil, puis ça dépend de l'âge. En dessous de 65 ans et au-dessus de 65 ans, c'est pas le même seuil. C'est entre 1002 et 1003. On n'est pas dans la même situation, on n'est pas exposé de la même manière à la dépendance. Un seuil est un seuil et forcément il génère des incompréhensions. Mais la logique, mais non pas des injustices. Parce que ce qui est juste, c'est de dire aux retraités l'effort que nous vous demandons, c'est pour que les gens qui travaillent aient une meilleure rémunération à la fin du mois. Et la plus grande injustice, je vais vous dire, Ali Badou, la plus grande injustice dans notre pays, c'est le chômage. La plus grande injustice, c'est ces jeunes qui ne trouvent pas d'emploi. La plus grande injustice, c'est la personne de 50 ans qui est licenciée et qui sait que parce qu'on n'a pas transformé l'économie de notre pays, qu'on n'a pas aidé la création d'emplois, il ne retrouvera pas de travail. Et moi, c'est contre cette injustice-là que je veux lutter. Donc, Nathalie Saint-Cric, il y a un principe philosophique, si je puis me permettre d'employer ce terme. C'est-à-dire, en gros, vous n'avez pas à vous plaindre, vous avez eu du boulot, ce qui n'est pas totalement vrai, parce qu'il y en a quand même qui ont connu les périodes de chômage. La deuxième philosophie, c'est soyez heureux, il y a des gens qui sont dans un état pire que vous, et de toute façon, c'est à prendre relais. C'est ça qui me gêne un peu, c'est un côté double peine, c'est les retraités ne peuvent pas travailler en plus. Il y a quelque chose de philosophique, mais je ne décrirai pas la philosophie comme vous l'avez fait, Nathalie Saint-Cric. Et je dirais jamais à qui que ce soit en France, c'est comme ça, circuler. Parce qu'on dit qu'ils aident leurs enfants, qu'ils aident leurs petits-enfants, ce sont des gens qui ont travaillé toute leur vie. Il y avait un reportage l'autre soir sur France 2 avec une dame qui disait « Mais attendez, moi j'ai travaillé 2 fois plus, j'ai essayé d'avoir de l'argent et maintenant je vais être puni. » Parfaitement, mais c'est pas dans la philosophie macronienne, ça, des gens qui essaient toute leur vie d'avoir... La philosophie que nous portons, c'est celle de la rémunération du travail. C'est faire en sorte que ceux qui travaillent soient mieux payés. Et c'est vrai que c'est cet effort-là que nous demandons aux retraités. Ce travail qui paye plus, c'est la baisse des charges, un meilleur salaire net, et ça se verra davantage à la fin de l'année parce que la mesure aura pris toute son ampleur. C'est le développement de l'intéressement et de la participation. Et nous annoncerons d'ici quelques semaines avec le président de la République un déblocage massif des mesures qui permettront
de développer l'intéressement et la participation pour que n'importe quel salarié qui travaille puisse se dire je serai mieux rémunéré. Et le Premier ministre l'a annoncé, nous envisageons aussi de retirer les charges sur les heures supplémentaires. Attendez, ça c'est très intéressant. Vous l'envisagez pour 2019, pour 2020 ? Je dis que 2020, ça me paraît le bon horizon. Parce si on peut qu'il y le a faire des pressions, vous avez entendu par exemple Manuel Valls qui dit il y a un problème de pouvoir d'achat, il faut le faire en 2019. Plus tôt, nous le ferons bien volontiers plus tôt. Ça dépendra simplement de l'état de nos finances publiques. Mais mettez bout à bout toutes les mesures dont je viens de parler. La baisse des charges, l'exonération de charges sur les heures supplémentaires, le développement de l'intéressement et de la participation. Le cap, c'est qu'au bout du quinquennat, en France, enfin, une personne qui travaille se dira j'en ai pour mon argent, j'en ai pour mon travail, j'en ai pour mes sacrifices. Parce que pour avoir fait une campagne de primaire, comme vous l'avez rappelé, combien j'ai vu de Français qui en avaient ras-le-bol et que vous disiez, écoutez, moi j'ai l'impression de travailler pour rien, que je ne suis pas suffisamment payé et que je ferais mieux de rester chez moi. Eh bien ça, c'est un des problèmes sociaux majeurs de notre pays. À la fin du quinquennat, nous l'aurons traité. Mais à la fin du quinquennat, est-ce que vous imaginez possible une mesure de compensation pour les retraités que vous avez touchés aujourd'hui, où vous vous dites non, ça fait partie du deal du quinquennat, les vieux vont payer pour les jeunes. Ça fait partie des choix philosophiques, pour reprendre l'expression de Nathalie Saint-Cric, du quinquennat. Nous veillons, donc les retraités vache à lait. Nous veillons aux retraités qui sont les plus fragiles. Nous augmentons, je le rappelle, le minimum vieillesse de 100 € d'ici la fin du quinquennat, c'est quand même pas rien. Nous avons mis en place un crédit d'impôt pour les services à la personne qui vont bénéficier principalement aux retraités qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire les retraités qui ont le niveau de revenu le plus faible, donc on ne laisse pas tomber les gens, c'est pas vrai. Mais en revanche, nous avons fait un choix, il a été présenté pendant la campagne et nous le mettons en œuvre aujourd'hui. Et c'est pas temporaire, comme demande François, c'est pour toujours. Ce serait totalement illogique, ce serait incohérent. La cohérence, c'est de dire le travail va payer. Nous demandons un effort à certains retraités, mais je rappelle que 40% des retraités qui sont au taux réduit de CSG ne seront pas concernés par cette mesure, et nous tiendrons cette ligne-là pendant la durée du quinquennat. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une contrepartie. C'est-à-dire que, effectivement, comme cette dame qui parlait au journal de France 2, il faut qu'à un moment donné, ces enfants ou ses petits-enfants et eux-mêmes du travail. Quand aujourd'hui on leur propose des faux jobs avec lesquels ils ne peuvent pas nécessairement louer un appartement, parce qu'aujourd'hui, vous parlez de transformation de la société française, aujourd'hui pour louer un appartement, il faut avoir une super garantie parentale, il faut avoir des fiches de paye et plus ou moins être en CDI. Vous avez fait une réforme du Code du travail qui fait qu'aujourd'hui le CDI n'est plus la norme et que on va aller vers des contrats un petit peu plus souples, plus flexibles, on va dire. Voilà, donc il faut qu'il y ait une contrepartie. Vous avez parfaitement défini ce qu'est la contrepartie de l'effort qui est demandé aux retraités. La contrepartie, c'est pouvoir dire vos enfants, vos petits-enfants vivront dans une France qui ne sera plus la France du chômage de masse. Et c'est ça, mon engagement politique de ministre de l'économie et des finances. Avoir un travail qui rémunère, c'est important aussi, pas seulement un travail, pour avoir un travail. Le travail, je le redis, va rémunérer beaucoup plus grâce aux mesures dont j'ai parlé. Et le CDI a vocation à rester la norme. Je rappelle que nous envisageons une taxation des contrats courts et des CDD, qui est une manière de dire, attention, nous croyons au CDI. Moi, je crois à la stabilité. Vous savez, quand vous avez une famille, que vous rentrez dans la vie, que plus tard vous avez des enfants, vous voulez de la stabilité. Mais la meilleure des stabilités, c'est sortir du chômage de masse. Alors, sans faire une spéciale aux retraités ou aux fins de vie. Mais c'est des sujets, Nathalie Saint-Cric. Moi, je peux y passer le temps que vous souhaitez. C'est des sujets qui sont essentiels. On a beaucoup de choses à faire. La fin de vie, c'est un sujet majeur. Les EHPAD, c'est un sujet majeur. Alors, les EHPAD, justement, la question portée sur les EHPAD. On a entendu des gens qui travaillent, qui ont une demi-heure par jour à consacrer aux personnes qui sont souvent grabataires, qui ne peuvent pas se laver, qui ne peuvent pas se distraire. Comment est-ce qu'on peut laisser la France dans cet état-là? Alors, c'est pas la pire forcément. C'est vrai qu'il y a eu des progrès qui ont été faits depuis 20 ans, qu'on trouve plus de place. Est-ce qu'on pourrait pas, alors, je parle même pas de la cagnotte qui n'existe pas. Comment on ne peut pas consacrer un peu plus d'argent juste pour que les gens meurent ou continuent de vivre dans la dignité minimum? Et que ces gens-là, que ceux qui travaillent dedans ne soient pas confrontés à ce qui est le plus horrible. On a des cas de maltraitance parce que les gens ne tiennent plus, des cas de burn-out, tout ça. Est-ce que c'est pas une priorité nationale? Si, c'est une priorité nationale. Et c'était votre donc la dignité des personnes âgées, des personnes en EHPAD, le bon fonctionnement de manière plus générale de nos hôpitaux, j'en parlais encore ce matin avec Agnès Buzyn, c'est une priorité absolue du gouvernement.
Sur les EHPAD, il y a des efforts financiers qui ont été annoncés par le Premier ministre. Mais je rappelle que 70 à 75% des dépenses des EHPAD, c'est d'abord les départements et les particuliers. Donc, on va réfléchir tous ensemble. Le rapporteur du budget, il avait dit on peut donner un petit peu d'argent sur... Il y a tout le débat sur la cagnotte, c'est-à-dire il y a des sous, il faut les donner aux EHPAD. C'est pas comme ça qu'on trouvera des solutions de long terme. C'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est quoi le premier problème des EHPAD? Ça a un nom. C'est Alzheimer. Oui. C'est ça le premier problème des EHPAD. C'est que vous avez dans les EHPAD des personnes âgées qui sont encore valides, qui sont encore parfaitement pleine possession de leurs moyens intellectuels. Et puis vous avez, Dieu sait que j'en ai visité dans mon département de l'Eure, des EHPAD où vous avez des personnes en proie à la démence, qui sont parfois violentes, qui souffrent d'Alzheimer, avec un besoin de médicalisation extraordinairement important. Donc avant de dire, tiens, on va ouvrir tout grand la cagnotte, puis on va mettre 100 millions d'euros ici, 100 millions d'euros là, j'aimerais juste qu'on pose sereinement les problèmes. C'est ce que fait Agnès Buzyn. Et après, on trouvera les solutions. Mais d'abord, posons sereinement les problèmes, regardons les besoins qui sont dans les EHPAD. C'est une priorité du gouvernement, c'est une priorité d'Agnès Buzyn, elle l'a dit, c'est une priorité du Premier ministre. Françoise Fressoz. Sauf qu'il ne faut pas que ça craque d'ici là, et tout le monde dit l'hôpital est en tension, les EHPAD sont en tension, ça vous en êtes conscient aussi? J'en suis mais parfaitement conscient. Vous savez, il se trouve que pour des raisons personnelles, je passe beaucoup de temps dans les hôpitaux, dans un hôpital parisien actuellement. Je vois ce que c'est que la situation des hôpitaux. Je vois la situation de souffrance, de fatigue personnelle de beaucoup d'aides-soignantes, de beaucoup d'infirmières. Je vois les difficultés d'organisation. Tout le monde les connaît, enfin tout le monde a une famille, des amis, des proches, des enfants qui sont touchés par la situation dans les hôpitaux. Mais je pense que la méthode qu'a retenue le Premier ministre Agnès Buzyn est la bonne. C'est-à-dire aller au fond des difficultés, regarder pourquoi l'organisation ne marche pas, quels sont réellement les besoins. Ça n'empêche pas de faire du structurel et du conjoncturel. Non, on peut réfléchir à long terme. Le conjoncturel, c'est comme à chaque fois de l'argent jeté par les fenêtres, parce qu'on ne règle pas la réalité des problèmes. Si vous ne traitez pas le problème de l'hôpital, sans regarder de l'autre côté le problème de la médecine de ville, avec le manque de médecins de ville que nous avons aujourd'hui qui font que des personnes vont vers les urgences alors qu'elles devraient être devant un médecin de ville, vous ne réglez pas le problème. Agnès Buzyn s'est saisie du sujet. Elle a dit qu'elle rendrait ses conclusions d'ici 2 à 3 mois, d'ici l'été. Laissons-la faire son travail. Elle fait un travail remarquable. Laurence Perron. Vous avez eu cette phrase la semaine dernière. Vous avez dit « ça n'est pas le rôle de l'État d'engranger les dividendes ». Vous pensez que ça n'est pas au rôle de l'État d'engranger des dividendes et que du coup, des entreprises qui font du profit, autant entre guillemets les privatiser, vous parlez de cession d'actifs. Moi, je me pose la question, je me dis qu'en 2008, on a renfloué les banques, c'était l'argent des contribuables pour renflouer les banques, et on a considéré que c'était normal de le faire, donc à un moment donné, on pourrait aussi avoir notre monnaie back aussi. S'agissant des banques, je considère justement que ce n'est pas aux contribuables de renflouer les banques. C'est ce qui s'est passé. Oui, mais si je me bats tant pour l'union bancaire et pour ce fameux paquet bancaire européen, qui est une espèce de sabir auquel personne ne comprend rien, je voudrais juste expliquer que ce qu'il y a derrière, c'est faire en sorte que s'il y a une nouvelle crise financière, ce soit les banques qui payent et pas le contribuable. C'est un enjeu majeur. Je le dis parce que très souvent on voit union bancaire, paquet bancaire, qu'est-ce que ça veut dire? Si je me bats avec autant de vigueur avec le président de la République pour obtenir ce paquet bancaire et faire l'union bancaire en Europe, c'est pour stabiliser nos banques et pour faire en sorte que s'il y a une nouvelle crise financière, le contribuable, il paye rien, c'est les banques qui payent. S'agissant des actifs de l'État, moi je vous confirme que nous ferons un certain nombre de privatisations dans les mois qui viennent. Pourquoi ? Parce que nous voulons non seulement redéfinir la place de l'entreprise dans la société, c'est la modification du Code civil, mais modifier aussi la place de l'État actionnaire dans la société française et dans notre économie. Moi, je considère que le rôle de l'État, effectivement, c'est pas de percevoir régulièrement des dividendes parce qu'il y a des recettes d'aéroports de Paris, par exemple. C'est d'investir, de financer d'autres, les EHPAD, par exemple, l'hôpital. Mais non, parce que ces dividendes, par définition, eh bien, ils vont servir à la modernisation d'ADP, la modernisation des pistes. Ils vont pas aller vers les EHPAD ou vers les hôpitaux. Ce que je souhaite, c'est que l'État prépare l'avenir des Français. Le rôle de l'État, c'est quoi? C'est les services publics. La SNCF, la Poste, voilà pourquoi nous les réformons. C'est, en deuxième lieu, certains actifs stratégiques, les actifs militaires, l'énergie nucléaire, des choses qui sont très sensibles. Et puis, c'est la capacité à intervenir pour réguler, quand c'est nécessaire, ce que j'ai fait, par exemple, sur Apple ou sur Google, pour tenir l'ordre public économique. Mais pour le reste,
Moi, j'estime que l'argent de l'État est beaucoup mieux employé sur un fonds pour l'innovation de rupture. On va mettre 10 milliards d'euros et on va financer des recherches sur l'intelligence artificielle ou sur le stockage de données ou sur le stockage de l'énergie renouvelable, plutôt que de toucher des dividendes régulièrement. Françoise Fressoz. Philosophiquement, c'est quoi votre définition de l'entreprise? Bruno Le Maire. L'entreprise, c'est un lieu qui réalise des profits. Et je n'hésite pas à employer ce mot, parce qu'une entreprise qui n'est pas profitable, c'est une entreprise qui ne peut pas tourner. Mais c'est aussi, aujourd'hui, un lieu de vie, un lieu de réalisation de soi, un lieu de projet collectif, qui a un impact direct sur l'environnement, sur la qualité de notre environnement et sur la société. Et je voudrais que tous les entrepreneurs de France, qui sont en général en pointe sur ces sujets-là, comprennent que la reconnaissance de la dimension environnementale et sociale de l'entreprise, c'est dans leur intérêt. Est-ce que c'est un lieu de cogestion, l'entreprise? Non, c'est pas un lieu de cogestion. En revanche, je suis favorable, je l'ai dit, à ce que les salariés soient d'abord plus associés aux décisions, que les initiatives dont ils font preuve, par exemple pour améliorer une chaîne de production, soient davantage reconnues. Je pense que c'est pas suffisamment le cas en France. Et je suis favorable à ce que la présence des salariés dans les conseils d'administration, qui est aujourd'hui réservée à certaines entreprises, demain, grâce à la loi que je présenterai, ce soit dans toutes les entreprises, y compris par exemple le secteur mutualiste qui n'est pas concerné. L'objectif final, c'est quoi? C'est réconcilier les salariés, les entrepreneurs, comme c'est le cas d'ailleurs dans une immense majorité d'entreprises françaises. Vous parliez de marxisme. Sortons une bonne fois pour toutes de la lutte des classes. Sortons une bonne fois pour toutes de la logique de confrontation en France et comprenons que nous avons chacun à gagner de l'autre. Que le chef d'entreprise a à gagner du salarié et que le salarié a à gagner de connaître la gestion de l'entreprise. C'est comme ça, je pense, que notre pays progressera. Alors moi, le j'ai une ministre question de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, qui n'est pas marxiste, est l'invité de Questions Politiques. Questions Politiques. Question sur les privatisations et on va changer de sujet, oui, parce Laurence. que j'aimerais savoir quelles entreprises. Alors là, il y a ADP, les aéroports de Paris. Après, dites-nous. Non, je ne peux pas vous dire pour une raison qui est simple, c'est que si vous le dites avant, vous faites perdre de la valeur aux entreprises. Et je pense que là encore, ce serait être un mauvais gestionnaire que de donner la liste avant. Je vous confirme simplement que nous ferons des privatisations, que nous ferons des privatisations importantes. Pour une raison simple, c'est que nous voulons que l'État dégage des moyens financiers pour investir dans les technologies de rupture sur lesquelles nous sommes en train de prendre du retard. Il y a maintenant un gouvernement en Allemagne. Angela Merkel est donc reconduite, une nouvelle coalition et donc de très nombreux chantiers qui vont pouvoir enfin être discutés, voire engagés entre la France et l'Allemagne. Françoise Fressoz. Qu'est-ce qui peut avancer très concrètement d'ici les prochaines élections européennes qui vont être un moment important du quinquennat d'Emmanuel Macron? Pour les sujets dont j'ai la responsabilité, moi je souhaite que nous ayons réalisé le plus vite possible le paquet bancaire, l'union bancaire, l'union des marchés de capitaux. C'est un peu technique pour les Français. Ça a l'air d'être très technique, les enjeux sont majeurs. L'union bancaire, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'assurance que s'il y a une nouvelle crise financière, le contribuable ne paiera rien. C'est les banques qui paieront, parce qu'on aura mis des systèmes prudentiels qui seront plus importants. C'est en deuxième lieu la possibilité pour nos entreprises de se financer plus facilement. On reproche toujours à nos entreprises de ne pas avoir de taille suffisante, de ne pas avoir accès suffisamment au financement. L'union bancaire favorisera leur financement. L'union des marchés de capitaux... Enfin, favorisera. L'Allemagne n'en veut pas et vous parlez au futur alors qu'il faudrait employer un conditionnel de répondre très à la question prudent. de Françoise Fressoz et surtout de traduire les termes barbares qui sont trop souvent employés en Europe. L'union des marchés de capitaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'avoir un marché de 65 millions de consommateurs, vous aurez un marché de 450 millions de consommateurs. Il y aura plus de règles différentes. Il n'y aura plus d'obstacles au développement de vos entreprises parce que les règles seront les mêmes. Le droit des faillites, par exemple, sera le même. Donc vous pourrez développer votre entreprise à une échelle beaucoup plus importante. Donc c'est un surcroît de puissance économique pour notre pays. Il y a un deuxième sujet sur lequel je souhaite que nous ayons abouti d'ici au plus tard le début de l'année 2019. C'est la taxation des géants du numérique. Pierre Moscovici devrait présenter d'ici quelques jours une proposition de taxation des géants du numérique. Vous savez que c'est la France, le président de la République, qui ont été à l'initiative depuis plusieurs mois. Nous avons sorti ce sujet de l'ornière. C'est une question de justice, parce que je ne peux pas accepter qu'une PME paye des impôts en France. Et lorsqu'elle utilise Amazon, elle sait que Amazon paye moitié moins d'impôts. Oui, mais il faut l'unanimité. Et pour le coup, comment convaincre ceux des pays européens qui n'en veulent pas de cette idée? Au début, il n'y avait personne. Quand la France, à Tallinn, est ressortie sur ce sujet, on a dit, écoutez, vous êtes bien gentil, laissez l'OCDE faire son travail, on verra. On est arrivé à convaincre l'Allemagne, puis 5 pays, puis 19. Au bout du compte,
oui, l'Irlande sera contre nous. C'est très probable. Ben, il faudra convaincre l'Irlande que l'intérêt supérieur européen... Parce que c'est l'unanimité qu'il faut... Parce que c'est l'unanimité. Que l'intérêt supérieur européen, c'est d'avoir une juste taxation des géants du numérique. C'est une question de justice par rapport à toutes les autres entreprises européennes qui payent rubis sur l'ongle leurs impôts. Et puis, c'est une question d'efficacité. Demain, comment est-ce que vous allez faire pour payer vos hôpitaux dont on parle, vos crèches, vos EHPAD, vos services publics, si ce qui produit le plus de valeur, c'est-à-dire la donnée, n'est pas taxé? Ça, c'est un enjeu absolument clé. Sauf que là, vous êtes modeste, hein, c'est une taxe de 2, peut-être %, ça rapporte 3%. Moins de 10 milliards d'euros, 2-3%, c'est très très modeste. Qui va piano, va sano. Je considère qu'en la matière, il faut y aller progressivement, mais que l'essentiel, c'est une fois encore la décision. De même qu'au niveau national, il faut décider. Et là, pour le coup, niveau une décision européen, extrêmement improbable, Bruno Le Maire. Oui, mais par moment, si le découragement pouvait me guetter, mais ça n'est pas mon tempérament, eh bien, il suffirait d'aller à une réunion des conseils des ministres des Finances, des ministres de l'économie européens. On discute, mais à un moment donné, il faut ne pas hésiter à taper du poing sur la table et dire, écoutez, maintenant, nous décidons. Parce que nous avons des millions de nos concitoyens qui nous disent quand est-ce que vous allez rétablir la justice fiscale en taxant Google, Amazon et Facebook autant que vous taxez ma propre entreprise. Je redis à quel point, juste pour terminer là-dessus, aujourd'hui, le risque de déchirement en Europe entre ceux qui croient à l'avenir européen et les nationalismes n'a jamais été aussi élevé. Eh bien, le rôle de ceux qui croient à l'Europe, c'est de montrer qu'elle est capable de décider et de protéger ses concitoyens. En parlant de justice fiscale, vous avez suivi cette enquête qui est sortie vendredi dernier, indiquant que le groupe français de luxe Kering aurait soustrait depuis 2002 environ 2,5 milliards d'euros d'impôts, pour l'essentiel au préjudice des Italiens, mais aussi des Français. Il y a une enquête, et l'enquête ira jusqu'au bout. Et c'est vrai pour n'importe quel groupe, qu'il soit petit, qu'il soit important. Moi, je ne me prononce jamais sur une enquête en cours, mais toutes les enquêtes iront jusqu'au bout. Et le principe de justice fiscale, il sera défendu dans ce cas-là comme dans tous les autres cas. Est-ce que ça passe aussi par faire sauter le verrou de Bercy? Non, moi je ne suis pas favorable à ce qu'on fasse sauter le verrou de Bercy. Je considère que c'est un moyen qui est utile. On peut peut-être l'améliorer. Gérald Darmanin a fait un certain nombre de propositions là-dessus. Notre majorité a fait des propositions que nous allons examiner, mais je ne suis pas favorable à ce qu'on fasse sauter le verrou de Bercy tel quel. Nathalie. Emmanuel Macron, pendant la campagne, a mis toujours l'Europe en avant, très fortement. Il va y avoir des élections européennes. Qui doit prendre la tête de cette campagne européenne, en sachant que tout ce que vous nous avez dit là, ce sont peut-être des vœux pieux, et qu'il faudra rendre l'Europe aimable aux Français, sachant que vous aurez contre vous un Laurent Wauquiez qui n'a pas l'air d'être un fanatique absolu de la construction européenne, une Marine Le Pen ou quelqu'un d'autre, enfin un Rassemblement national, un Jean-Luc Mélenchon, et qu'en gros vous serez le parti pro-européen. Qui doit mener ce combat? Bruno Le Maire. Si je le savais, ce n'est pas moi qui décidera. Pierre Moscovici. Ce n'est pas moi qui décidera. Une fois encore, ce sera le président de la République, ce sera Christophe Castaner. Ce que je sais, c'est que le sujet n'est pas de rendre l'Europe aimable. Parfois, j'entends des... Aux Français, en tout cas. Non, mais il ne s'agit pas de rendre les choses aimables. Il s'agit de rendre l'Europe efficace. Il s'agit de montrer à nos concitoyens qu'elle nous protège. Vous voulez qu'on ait envie de l'aimer, pas aimable, genre si vous voulez qu'on ait envie de l'aimer, mais on l'aimera si elle est tout simplement capable d'apporter des résultats aux gens, qu'elle est capable de les protéger. Vous voyez, quand je me bats, par exemple, pour ce projet de texte européen pour la protection des investissements étrangers en Europe, pour qu'un investisseur étranger ne puisse pas racheter n'importe quoi, n'importe quelle technologie, n'importe quel savoir-faire, comme ça, comme si on était ouvert et allant-camp en Europe. Et que j'entends encore certains de mes partenaires dire « mais non, c'est du protectionnisme ». Je dis « mais non, c'est de la protection ». Ce n'est pas du protectionnisme, c'est la défense de nos intérêts stratégiques. Plus on croit au libre-échange, plus il faut être capable de protéger nos intérêts les plus stratégiques. La Chine le fait, les États-Unis le font. Simplement, on a peu il de est temps résultats. que l'Europe le fasse aussi. Eh bien, il faut des résultats. Vous dites que c'est pas du protectionnisme, mais on est quand même dans un contexte protectionniste avec Trump notamment, qui prend des mesures pour défendre l'acier américain. Jusqu'où il faut aller dans la riposte et comment éviter justement que on tourne la page du libéralisme et qu'on entre dans une nouvelle ère qui serait chacun défend ses intérêts. La principale menace qui pèse aujourd'hui sur une croissance européenne et une croissance française retrouvée. Et retrouvée d'abord grâce à la qualité du travail des Français, je tiens à le dire, à leur professionnalisme, à leur engagement. C'est le protectionnisme. Et c'est pour ça que je plaide depuis plusieurs jours avec le président de la République, en rencontrant mes homologues américains, en leur téléphonant, en rencontrant la commissaire européenne en charge de ce dossier, Cécilia Malmström,
pour une réponse coordonnée et forte de l'Union européenne. Parce que donc taxer les jeans et les Harley Davidson. Parce qu'on a vu la réaction de la Commission européenne, elle est extrêmement faible par rapport à ce qu'avaient décidé les Américains et puis la contre-réaction des Chinois, par exemple. Je plaide pour une réponse forte, une réponse coordonnée, parce que le protectionnisme et les mesures que prend Donald Trump ne mèneront nulle part. Qu'elles sont une menace directe sur nos intérêts économiques et sur nos emplois. J'étais à Dunkerque il y a quelques jours, j'ai vu dans la sidérurgie d'ArcelorMittal, j'ai rencontré les salariés, les ouvriers, leurs inquiétudes légitimes. Parce que tout ce qui ne rentrera pas aux États-Unis va se déverser ou pourrait se déverser en Europe et faire baisser le prix de l'acier de 5% environ. Donc il faut une réponse forte, des mesures de sauvegarde pour éviter que l'acier se déverse en Europe, des mesures de riposte dont parlait Ali Badou, porter le sujet à l'OMC et je le ferai dès lundi et mardi prochain au G20 pour dire à nos amis américains, vous êtes dans la mauvaise voie. Et vous avez un espoir parce que vous dites sans arrêt, il faudrait. On est tous d'accord sur le fait qu'il faudrait. C'est pas que il faut. Je reprends l'exemple de la taxation des GAFA. Avant que nous nous saisissions, nous Français, du sujet, il n'y a pas de texte. Aujourd'hui, il y a un texte et il y aura une décision. Donc c'est bien la preuve que lorsque la France se mobilise, ça donne des résultats. Nous allons le faire aussi sur cette guerre commerciale. Parce que la guerre commerciale ne fera que des victimes. Et que les victimes, ça va être très concret. Ça va être nos entreprises, ça va être notre croissance, ça va être nos emplois, ça va être notre capacité à nous redresser. Donc je crois qu'il faut dire les choses très franchement, très directement et très sereinement à nos alliés américains. Laurence Perron. La crise avec la Russie, Emmanuel Macron est allé au salon du livre et a refusé de s'arrêter devant le stand des écrivains russes. Est-ce que vous pensez que c'est discourtois ? Et est-ce que c'était vraiment nécessaire? Parce que pour le coup, ça ne va pas changer grand-chose à nos relations diplomatiques avec la Russie. On va aller faire la Coupe du Monde comme tout le monde. Je pense qu'il est bon, là aussi, de savoir marquer les limites. Et dire, attention, il y a des limites qui ont été franchies. Vous pensez que Poutine a tremblé? Je pense que le président russe a parfaitement reçu le message. Et que la diplomatie, c'est parfois aussi affaire de message. Et que le message qu'a voulu adresser le président de la République, c'est que la Russie actuelle dépassait certaines limites. Et qu'avec nos amis britanniques, avec nos alliés, nous n'étions pas prêts à laisser la Russie dépasser certaines limites. Après, continuer à travailler avec la Russie comme nous le faisons, moi je le fais en matière économique, c'est très important, mais il faut savoir marquer des limites. Boycotter la Coupe du Monde de foot ? En tout cas, le signal, il est impossible de dire mais le signal qui a été envoyé vis-à-vis de la Russie, et je crois, a été reçu. On peut boycotter un stand au Salon du Livre, mais certainement pas une compétition. C'est pas boycotter un stand au Salon du Livre, surtout quand on connaît la force, la profondeur de la littérature russe. À propos de limites, est-ce que vous considérez que Laurent Wauquiez a franchi un certain nombre de limites et dans l'orientation du nouveau parti Les Républicains, qui a l'air de se droitiser? Vous les avez bien connus. Comment vous jugez ça de l'extérieur maintenant, depuis En Marche? C'est pas une question. D'abord, je ne juge rien de l'extérieur, parce que je suis un responsable politique totalement engagé. Mais ce que je vois, c'est une recomposition politique qui poursuit sa marche à grande vitesse, au niveau national comme au niveau européen, et je dirais même au niveau mondial également. Alors, c'est-à-dire? Et cette recomposition, elle met d'un côté ceux qui sont pour le protectionnisme, pour le nationalisme, pour le repli sur soi, et qui d'ailleurs l'assument, et qui parfois de droite et de gauche, je suis toujours très surpris de voir comment chez les Républicains, on entend parfois des remarques qui sont exactement les mêmes, avec les mêmes mots que ce qu'on peut entendre le plus à gauche, notamment sur les questions de commerce et sur les questions de protectionnisme. Il y a du Mélenchon chez Laurent Wauquiez, c'est ça? Il y a parfois du Mélenchon dans les positions qui sont prises par les Républicains. Je constate que régulièrement à l'Assemblée nationale, certaines questions posées par les groupes de gauche sont applaudies par les Républicains. Est-ce qu'il y a du Front National chez Laurent Wauquiez aussi? Ça montre une recomposition dans laquelle, personnellement, j'ai fait un choix, qui est le choix de faire réussir la France à la mondialisation, parce qu'elle peut y arriver. Est-ce que vous trouvez que les Républicains se droitisent à l'excès ou s'extrême droitisent? Je vous dis, je ne crois plus, en tout cas, à ces catégories de droitisation ou de gauchisation. Ce que j'entends, c'est beaucoup de violence verbale. Et je crois que cette violence verbale est la réponse la moins adaptée aux questions et surtout aux problèmes des Français. C'est pas dans la violence que vous trouverez la réponse aux problèmes des Français. Françoise. Il y a aussi une tactique de la part de Laurent Wauquiez, c'est de récupérer tous les mécontents fabriqués par Emmanuel Macron. Une partie des retraités, ce qu'on appelle la France des campagnes. Est-ce que là, vous avez conscience d'un danger et comment
éviter qu'il y ait quand même à un moment une coalition de mécontents contre vous? Bruno Le Maire. Mais il y a des déchirures en France que nous connaissons tous. Enfin, moi, je suis élu d'un territoire rural. J'ai été 3 ans ministre de l'Agriculture. Vous pensez que je ne suis pas conscient des déchirures qui existent dans la France d'aujourd'hui, entre ceux qui réussissent dans la mondialisation et ceux qui ont le sentiment d'être frappés, touchés, fragilisés par la mondialisation. Mais je considère que la vraie réponse à ça, c'est pas de monter les Français les uns contre les autres, comme certains s'ingénient à le faire, notamment chez les Républicains. La vraie réponse à ça, c'est de l'emploi, c'est des entreprises qui tournent bien, c'est de la croissance, c'est de la prospérité pour tous les Français. Et la transformation économique que nous portons, elle va y arriver. La réponse à cela, c'est d'avoir une Europe qui vous protège, qui vous garantisse la stabilité dans un monde de plus en plus brutal et de plus en plus instable. C'est ce que nous portons également. Nathalie, on a l'impression que Nicolas Sarkozy revient un peu sur le terrain. Vous avez toujours de bons rapports avec lui. Il a l'air bien. Excellent rapport. Il vous donne des conseils, Nicolas Sarkozy? Je le vois régulièrement. Et vous croyez qu'il veut revenir? Vous lui poserez la question. Vous le souhaitez? Merci Bruno Le Maire, bon dimanche, bon séminaire et bon voyage puisque vous partez pour l'Argentine ce soir. Merci à toutes les trois, merci à Mathilde Clatte et Alexandre Gilardi qui ont préparé cette émission. Je vous retrouve juste après le journal pour le grand face-à-face de France Inter. À tout de suite.